programme en rediffusion sur VOA Afrique. VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington. Salut à toutes et à tous, Mohamedou Oumfa pour vous présenter Le Monde aujourd'hui, édition du mercredi 28 décembre 2022. Il est 19h30 temps universel. Tout d'abord, le sommaire. 46 militaires ivoiriens détenus au Mali depuis le 10 juillet seront jugés demain à Bamako. 4 accusés présents au procès de l'attaque djihadiste de Grand Bassam en Côte d'Ivoire sont condamnés à la prison à perpétuité. En RDC, les autorités évoquent la possibilité d'instaurer un service militaire obligatoire. Ici aux États-Unis, la Cour suprême maintient une mesure permettant d'expulser les migrants à la frontière sud avec le Mexique. À suivre aussi l'actualité économique et sportive. Pour commencer, le journal. Le jugement des 46 militaires ivoiriens détenus depuis le 10 juillet au Mali est prévu pour demain. Ce jugement survient après qu'une délégation ivoirienne conduite par le ministre de la Défense a effectué la semaine dernière une visite à Bamako et a signé un mémorandum avec les autorités de la transition. Plus de détails avec notre correspondant Mohamed Danyoko. Selon les dernières informations que nous avons pu obtenir auprès d'un cabinet d'avocats réputé de la capitale, l'audience des 46 militaires ivoiriens aura lieu demain 29 décembre à 8h à la cour d'appel de Bamako. Toujours selon ce cabinet, les audiences qui ont débuté depuis 2 jours pourraient aboutir à la libération des 46 militaires ivoiriens détenus au Mali depuis le 10 juillet 2022. S'il y a eu, dans un premier temps, une montée de tension entre les deux pays dans la gestion de ce dossier qui a été judiciarisé par les autorités de la transition, il faut dire que le dialogue a finalement pris le dessus. La visite de la délégation ivoirienne le 22 décembre dernier, conduite par le ministre de la Défense, a eu pour effet de calmer le jeu et trouver une porte de sortie à travers un mémorandum qui a sanctionné la rencontre. Cette libération annoncée à la veille du Nouvel An va donner un nouvel élan à la coopération entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako. En Côte d'Ivoire, la cour d'assises d'Abidjan a condamné à la prison à perpétuité 4 accusés de l'attentat djihadiste de la ville balnéaire de Grand Bassam qui avait fait 19 morts en mars 2016. Le point avec Michel Joseph. La Cour a reconnu les 4 accusés présents à l'audience coupables des faits qui leur sont reprochés et les condamne à l'emprisonnement à vie, a déclaré le juge Charles Bini. Il y a une semaine, le procureur Richard Adou avait requis la prison à perpétuité. Les 4 accusés, Antao Ag Mohamed Sissé, Sidi Mohamed Kunta, Mohamed Sissé et Hassan Bari, étaient accusés d'avoir été des complices en aidant dans le repérage des lieux. Un mandat d'arrêt international a été lancé à l'encontre de Kunta Dalla, présenté comme le cerveau de l'attaque. Le 13 mars 2016, 3 jeunes assaillants avaient remonté la plage de Grand Bassam et ont pris d'assaut plusieurs restaurants, tirant à la Kalachnikov sur des clients en terrasse avant d'être abattus par les forces ivoiriennes. Revendiquée par Al-Qaïda au Maghreb islamique, cette attaque djihadiste, la première en Côte d'Ivoire, avait fait 19 morts. Les autorités rwandaises ont accusé ce mercredi un avion de chasse de la RDC d'avoir violé son espace aérien. Dans un communiqué, le bureau du porte-parole du gouvernement rwandais assure qu'un avion de chasse de type Sukhoi 25 de la RDC a violé l'espace aérien rwandais le long du lac Kivu aujourd'hui même vers midi. L'avion est immédiatement revenu en RDC selon le communiqué. Les autorités rwandaises ont une nouvelle fois protesté auprès du gouvernement congolais contre les violation de l'espace aérien par les avions de chasse congolais, a ajouté le gouvernement de Kigali. En RDC, 3 ministres membres du parti de l'homme d'affaires Moïse Katumbi ont démissionné ce mercredi, a annoncé la présidence congolaise. Les ministres du plan Christian Mwando, du transport et voies de communication Chérubin Okende et la ministre de la Santé, la vice-ministre de la Santé Véronique Kilumba quittent le gouvernement en solidarité avec leur mouvement politique en rupture avec la coalition au pouvoir. Le 16 décembre, Moïse Katumbi, 57 ans, avait annoncé son intention d'être candidat à la présidentielle
présidentielle de décembre 2023, entérinant une rupture avec l'Union sacrée, la coalition présidentielle dont il faisait partie depuis 2 ans. Toujours en RDC, les autorités ont évoqué mardi la possibilité d'instaurer un service militaire obligatoire dans ce pays confronté à l'offensive de la rébellion du M23 dans l'Est. Le point avec Rosine Mounezero. Devant des responsables politiques et militaires, mais aussi des diplomates, le ministre de la Défense, Gilbert Kabanda, a évoqué la possibilité d'instaurer un service militaire obligatoire ou contractuel de 5 à 10 ans. Il s'est exprimé à l'occasion de la présentation officielle du document de politique de défense de la République démocratique du Congo. Il faut construire une armée pour protéger le pays, a-t-il insisté. Selon lui, cette nouvelle politique inclut notamment l'instauration d'une industrie militaire, la création d'une armée de réserve, l'instauration d'une école de cadets, la mise en place d'une armée capable de lutter contre la cybercriminalité et la criminalité transfrontalière. Début novembre, le président Félix Tshisekedi avait appelé la jeunesse de son pays à s'organiser en groupe de vigilance en vue d'appuyer, d'accompagner et de soutenir les forces armées face à la rébellion du M23. Ce mouvement rebelle a conquis au cours des derniers mois de vastes pans du Nord Kivu, province frontalière du Rwanda, progressant jusqu'à quelques dizaines de kilomètres de Goma. VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Ici aux États-Unis, la Cour suprême a annoncé le maintien d'une mesure prise pendant la pandémie de Covid-19 permettant d'expulser les migrants à la frontière. Des associations de défense des migrants se disent déçues. Abdourahmane Dia. La levée de cette politique baptisée Title 42 était contestée par 19 États américains qui craignaient un afflux de migrants à la frontière avec le Mexique. Pour eux, le dispositif actuel ne fait qu'encourager les migrants à franchir clandestinement la frontière. La décision de la Cour suprême a d'ailleurs immédiatement été applaudie par le camp républicain. Elle permettra d'éviter aux populations vivant à la frontière de sombrer dans le chaos le plus total, a salué un élu du Texas, Tony Gonzalez. Par contre, des militants des droits humains et certains experts considèrent qu'il s'agit d'une violation des lois internationales. Ils estiment inhumain d'empêcher un demandeur d'asile potentiel de formuler sa requête en ce sens. Le président Joe Biden a indiqué que son administration respecterait la décision de la Cour suprême en attendant sa décision finale en juin probablement. En mars 2020, le gouvernement de l'ex-président Donald Trump avait activé ce dispositif sanitaire pour pouvoir expulser sans délai les migrants dépourvus de titre de séjour interpellés aux frontières terrestres, y compris les demandeurs d'asile potentiels. Toujours aux États-Unis, le total des décès confirmés par les autorités à travers 9 États du fait des intempéries qui frappent le pays depuis une semaine a atteint 53 morts, dont 31 dans le seul comté d'Erie qui comprend la ville de Buffalo dans l'État de New York. Un bilan plus élevé est à craindre selon les autorités à mesure que les secours progressent et déblaient. Le service météorologique américain prévoit un relèvement des températures autour de 10 degrés Celsius d'ici le week-end, mais met toutefois en garde contre des conditions de circulation localement dangereuses. Le pape François a annoncé ce mercredi que son prédécesseur, Benoît XVI, âgé de 95 ans, était gravement malade et qu'il priait pour lui. En fin de matinée, le Saint-Siège a confirmé l'aggravation au cours des dernières heures de l'état de santé du théologien allemand en raison de son âge avancé, précisant que ce dernier restait sous surveillance médicale permanente. Le pape émérite allemand Joseph Ratzinger a renoncé à sa charge en 2013 en raison d'une santé défaillante et vit depuis une retraite discrète dans ce monastère situé au cœur des jardins du Vatican. Le ministre français des Armées Sébastien Lecornu a affirmé ce mercredi lors de son premier déplacement à Kiev vouloir travailler à répondre aux besoins militaires ukrainiens pour les semaines à venir. Les présidents Zelensky et Macron ont demandé de leur faire des propositions pour le mois de janvier pour redéfinir un agenda commun sur le soutien militaire français, a précisé M. Lecornu lors d'une conférence de presse avec son homologue ukrainien. Parmi les mesures pratiques pour renforcer les capacités de défense de l'Ukraine, le ministre français a évoqué le fonds innovant de 200 millions d'euros qui permet à l'Ukraine d'acheter directement du matériel auprès d'industriels français pour faire face à l'armée russe.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. À présent, les dernières nouvelles économiques en Afrique et ailleurs. La Minute Éco, c'est avec Timothée Donangmai. L'UGTT, l'Union générale tunisienne du travail, a approuvé ce mercredi une grève de 2 jours des travailleurs du transport aérien, routier et maritime pour les 25 et 26 janvier. Ce syndicat tunisien, qui compte plus d'1 million de membres, entend ainsi protester contre ce qu'il appelle la marginalisation par le gouvernement des compagnies publiques. L'annonce de cette grève accentue la pression sur le gouvernement du président Kais Saied, qui fait face à une opposition croissante 17 mois après s'être arrogé les pleins pouvoirs, une décision qui a été qualifiée de coup d'État par ses adversaires. Moment de vive émotion ce mercredi à l'arrivée à Makele, chef-lieu de la province rebelle éthiopienne du Tigré, du tout premier vol commercial d'Ethiopian Airlines depuis juin 2021. Au vol retour, les passagers ont été accueillis à l'aéroport d'Addis Abeba par des parents qui n'avaient plus revu depuis plusieurs mois. Ethiopian Airlines avait annoncé cette semaine qu'elle allait mettre un terme à la suspension de ses vols à destination du Tigré. Ici aux États-Unis, les préparations pour nourrissons importés seront soumises à des droits de douane à nouveau l'année prochaine après l'expiration des exemptions mises en place pour faire face à une pénurie nationale, rapporte le Wall Street Journal. La pénurie, qui a débuté en raison de problèmes d'approvisionnement liés à la pandémie de Covid-19, s'était aggravée en février lorsque Abbott Laboratories, le plus grand fournisseur américain, a rappelé certains produits et fermé une usine de fabrication pour cause d'infection bactérienne. Et maintenant, l'actualité sportive. Nous accueillons Michel Joseph. Michel, en RDC, le derby Luchois-Mazembe-Lupopo en Ligue 1 a été reporté. Le derby luchois entre le TP Mazembe et le FC Saint-Éloi Lupopo, initialement prévu le 28 décembre 2022 au stade Joseph Kabila de Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, a en effet été reporté à une date ultérieure, indique le secrétariat de la Ligue nationale de football, l'INAFoot, dans un communiqué. Selon nos confrères de Sports News Africa, ce report se justifie principalement par la convocation en sélection nationale de plusieurs joueurs des 2 équipes, 7 du TP Mazembe et 6 de Lupopo. Les Léopards effectuent un dernier stage à domicile avant de se rendre en Algérie, prendre part à la 7e édition du CHAN du 13 janvier au 4 février 2023. La FECOFA permet à un club ayant donné au moins 5 joueurs à la sélection nationale d'être exempté des matchs du championnat national. Légère modification du calendrier du CHAN 2022 qui se tiendra en Algérie du 13 janvier au 4 février. Oui, la modification intervient après une demande du comité d'organisation locale amenant la CAF, Confédération africaine de football, à décaler une rencontre de 24 heures. Elle concerne l'une des 2 rencontres initialement prévues pour vendredi 13 janvier, la rencontre Éthiopie-Mozambique qui devait avoir lieu après le match d'ouverture entre Algérie et Libye. Elle a finalement été décalée au samedi 14 janvier. Signalons que pour la première fois dans l'histoire du CHAN, ce tournoi qui ne réunit que les joueurs évoluant dans les clubs de leur pays ou leur ligue nationale va rassembler 18 nations contre 16 auparavant. Les équipes sont réparties en 5 groupes, dont 3 de 4 équipes et 2 de 3 équipes. Le groupe A inclut le pays hôte, l'Algérie, la Libye, le Mozambique et l'Éthiopie. Le groupe B compte la RDC, Ouganda, Côte d'Ivoire, Sénégal. Le groupe C est composé du Maroc, du Ghana, du Soudan et Madagascar. Le groupe D n'a que 3 équipes, Mali, Angola, Mauritanie. Pareil pour le groupe E, constitué du Cameroun, du Congo-Brazzaville et du Niger. CHAN 2022 toujours, le Maroc pose une condition pour sa participation. Le comité directeur de la Fédération royale marocaine de football exige en effet que son équipe se rende à Constantine, ville hôte de ces matchs, via un vol direct de Rabat à bord d'un avion de Royal Air Maroc, transporteur officiel des équipes nationales,
auquel cas les jeunes lions de l'Atlas ne prendront pas part au CHAN. Le Maroc a d'ailleurs envoyé une correspondance à la CAF pour le signifier. Les relations diplomatiques entre Rabat et Alger sont tendues depuis des mois et les autorités algériennes ont interdit les vols directs en provenance du Maroc. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique. Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui. Mohamedou Oumfa, toujours avec vous. Place au dossier du jour. Le ministre congolais de la Défense, Gilbert Kabanda, a évoqué la possibilité d'instaurer un service militaire obligatoire ou contractuel de 5-10 ans. Il s'exprimait à l'occasion de la présentation officielle du document de politique de défense de la République démocratique du Congo. Mais pour l'analyste sécuritaire Jean-Jacques Wondo, l'armée congolaise n'a pas un problème d'effectif, mais plutôt d'efficacité. Abdourahmane Dia l'a joint à Bruxelles. Cette note, pour moi, reste plus dans le registre d'intention parce que sa mise en œuvre risque de poser problème. Poser problème, pourquoi? Parce que si vous voyez déjà l'étendue du territoire congolais, il faut un mécanisme assez pointueux pour pouvoir recenser ces jeunes et trouver le lieu où ces jeunes devraient passer par le service militaire. Nous connaissons aujourd'hui la situation sécuritaire du pays, la situation militaire, les conditions dans lesquelles les forces armées congolaises évoluent. Je reste assez dubitatif quant à la faisabilité effective de cette décision, d'autant plus qu'il y a beaucoup de contraintes qui risquent de peser ou d'émerger dans la mise en œuvre de cette décision parce que cela demande d'abord une étude de faisabilité et même un projet pilote avant d'implémenter ce genre de projet qui risque d'avoir aussi d'autres effets néfastes. D'autant plus que le président congolais avait également demandé aux jeunes de se porter volontaires pour aller aider un peu l'armée pour faire face un peu à la rébellion des M23. Oui, c'est-à-dire que le président avait fait appel à la jeunesse pour une mobilisation pour faire face au M23. Mais je pense qu'on essaye parfois de déplacer le problème. Quand vous considérez, par exemple, en termes d'effectifs, les effectifs des forces armées congolaises qui sont signalés par les canaux officiels sont largement supérieurs aux effectifs, par exemple, respectifs de chaque État de l'Est. C'est pas un problème d'effectif alors, pour vous? Ce n'est pas un problème d'effectif, mais c'est un problème qualitatif. Mais il faut reconnaître aussi qu'au niveau de FARDC, donc l'armée congolaise, on signale parfois des effectifs qui sont erronés, des effectifs fictifs, pour pouvoir bénéficier de l'argent qui serait payé pour ces personnes qui sont, ou ces militaires qui sont fictifs. Le problème est plutôt du côté qualitatif de l'armée, du côté de la réforme de l'armée, parce qu'entre-temps, la mobilisation à laquelle vous avez fait allusion, c'est 10 500, si j'ai bonne mémoire, de jeunes qui sont rassemblés actuellement à la base de Kitona, au sud du pays, qui sont en train d'être formés. Et si on fait aujourd'hui appel à des jeunes pour une formation de service militaire, mais il faut assurer la suite. La suite est que le pays est dans une conjoncture économique assez difficile et que le pouvoir d'achat de militaires est très faible. Ces jeunes qui seraient formés et après qui rentreraient en civil et qui n'auraient pas de travail ou d'emploi risquent d'être des futurs criminels. C'était Jean-Jacques Wondo, expert des questions de sécurité. Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h/24 à Goma en RDC sur 96.2 FM. Les Ivoiriens devraient s'appeler Ivoirois et les Ivoiriennes Ivoiraines. C'est le projet de loi déposé à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire par le député Olivier Vami Dje Bidje. Dans une interview accordée à Marius Mounga lors de son passage ici à Washington DC, le maire de Zouenoula est aussi revenu sur le processus de réconciliation en cours dans son pays. La situation actuelle d'habitants de la Côte d'Ivoire, ivoiriens, a une connotation péjorative. On est souvent raillés, on nous dit, nous les Ivoiriens, nous ne voyons rien. La seconde raison, c'est que le nom agit sur le comportement des individus et même des choses. Donc pour ces deux raisons combinées, il est nécessaire de changer le nom
des habitants de la Côte d'Ivoire changer de gentilité. Quand je dis vous êtes ivoirien, est-ce que vous vous sentez insulté? Mais vous voyez, je peux vous citer une multitude d'exemples. Par exemple, j'ai une amie qui vivait à Strasbourg dans les années 90. Une fois, elle a aidé un aveugle à traverser la rue. Et après, l'aveugle étant content, lui a demandé, mais vous venez d'où? Elle a dit, nous sommes des Ivoiriennes. Le monsieur s'est emporté parce qu'il pensait que c'était une mauvaise blague. Comme lui, il était aveugle, il ne pouvait pas comprendre que des personnes puissent se moquer de son handicap. Donc, il a commencé à s'énerver. Et bon, il y a eu plein de films et il y a plein de blagues qui disent ouais, « Vous les Ivoiriens, vous ne voyez rien ». On voit plein de communications. Mais ça relève, si on voit selon ce que vous expliquez, de la blague, c'est de la comédie. C'est pas sérieux quand on dit ça. Oui, non, mais là, je vous parle comment on est raillé. Notre nom actuel a une connotation péjorative. La seconde raison, parce que les noms agissent sur l'esprit, le comportement des individus. C'est un impact psychologique. Les mots ont une charge émotionnelle. Je peux vous citer une multitude d'exemples. À l'échelle, par exemple, nationale, dans les années 80, quand Thomas Sankara est arrivé au pouvoir, il a fait une révolution culturelle. Il a décidé de changer le nom de son pays et surtout des habitants de son pays. Les Voltaïques, qui s'appelaient avant les Voltaïques, ont été rebaptisés les Burkinabés, habitants du Burkina Faso. Il a changé le nom du pays, le Burkina Faso. Et je peux vous dire, pour tous ceux qui ont connu ces deux périodes, le fait d'avoir changé de nom, ça a eu un impact positif sur le comportement des Burkinabés. Et ce sont des études sérieuses qui ont été menées, qui ont montré la corrélation entre le nom et le devenir des individus et même des choses. Et vous venez avec un nom, vous proposez dans votre proposition de loi que les actuels Ivoiriens et Ivoiriennes, donc que les Ivoiriens s'appellent désormais les Ivoirois et que les femmes s'appellent les Ivoireines. J'aurais pu juste changer le suffixe. Le IN le remplacer par le OA et on aurait annulé l'effet péjoratif. Dans ce cas de figure, on se serait appelé Ivoirois, Ivoiroise. Mais vu qu'on avait un effet négatif, péjoratif, je me suis dit, mais pourquoi pas ne pas utiliser l'effet contraire, mais positif? Nous donner un nom qui va nous donner confiance en nous, qui va nous donner un certain défi et qui nous oblige à nous comporter. C'est la raison pour laquelle j'ai créé le néologisme Ivoirois, Ivoireine. Ce qui veut dire en substance que nous sommes les rois de l'Ivoire, les reines de l'Ivoire. Et quand je le dis, c'est pas pour flatter l'ego de mes compatriotes, mais c'est plutôt pour nous ramener à certaines valeurs. Pensez-vous que votre proposition a les chances de passer? Mais absolument. Quand je fais un sondage qualitatif, lorsque je fais une publication et j'explique un peu le bien fondé de cette réforme, j'attire l'assentiment de près de 90%. Je n'ai pas fait de sondage qualitatif, mais quantitatif, mais je me rends compte que, en tout cas, à tous ceux dont je parle, ils adhèrent à ce projet. C'était Olivier Vami Djebidje, député à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. « 3500 agents du gouvernement somalien sur quelques 5000 sont des fonctionnaires fantômes », a révélé le président somalien Hassan Sheikh Mohamoud. Reportage d'Abed Mohamed à Mogadiscio. Le récit est de Timothée de Nangmai. Le constat du président Mohamoud a suscité une vive colère chez les Somaliens et des appels à l'action. Mahad Mohamoud vend des fruits à Mogadiscio. Le gouvernement dépend beaucoup des donateurs pour financer son budget. Et pourtant, il paie des gens qui ne viennent pas au travail. Les fonctionnaires fantômes doivent être contraints de rembourser leur salaire et être jugés pour corruption et abus de confiance publique. Le budget 2023 de la Somalie se chiffre à 930 millions de dollars, les 2/3 devant provenir des donateurs. Deka Elmi, une jeune femme titulaire d'un diplôme universitaire, exhorte les dirigeants somaliens à sévir contre les fonctionnaires fantômes. Le gouvernement paie plus de 3500 personnes qui sont absentes de leur lieu de travail, alors que des étudiants diplômés sont au chômage. Le président et le premier ministre doivent agir de toute urgence à ce sujet. Le président Mohamoud s'est exprimé sur le sujet alors qu'il s'adressait à des responsables gouvernementaux durant la prière du vendredi à la mosquée de la présidence. Le système de contrôle biométrique de gestion du temps et des présences du gouvernement indique le nombre d'employés présents. La machine ne ment pas, mais indique qui appose son pouce dessus. Les fonctionnaires sont plus de 5000, mais seulement 1500 sont présents. Confirmant le problème samedi, le premier ministre somalien Hamza Abdi Barre a ordonné au ministre de veiller à ce que les agents publics respectent les horaires de travail. Toutefois, Mohamed Matan, enseignant de sciences politiques à l'université de Somalie,
doute qu'il y ait autant d'absences volontaires que cela dans la fonction publique. Les militants d'Al-Shabaab qui prennent pour cible les fonctionnaires pourraient aussi y être pour quelque chose, estime-t-il. La crainte d'Al-Shabaab a forcé les gens à ne faire confiance qu'à quelques personnes et se tenir à l'écart des autres. Toutefois, les fonctionnaires ne pouvant pas être licenciés, cela les amène à ne pas prendre leur travail au sérieux. Même lorsqu'ils vont au bureau, ils ne travaillent pas. Ces 2 dernières décennies, Transparency International a classé la Somalie parmi les pays les plus corrompus au monde. Mahad Wassougué est directeur exécutif de Somali Public Agenda, un centre de recherche sur la gouvernance. Il suggère le limogeage des fonctionnaires fantômes et une profonde réforme de la fonction publique. Cela peut se faire sur un plan général de la réforme de la fonction publique sur la base d'un recrutement ouvert et transparent. Même les directeurs généraux doivent être recrutés de manière transparente parce qu'ils ne sont pas des politiciens, mais sont là pour leur expertise administrative et technique. La Somalie espère obtenir un allègement de sa dette avec le concours du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale d'ici la fin 2023. Cela requiert une adhésion stricte aux procédures budgétaires, y compris une gestion prudente des ressources publiques et une rationalisation de la fonction publique somalienne. L'ex-président Donald Trump est candidat à la présidence des États-Unis pour la 3e fois. Il espère devenir le 2e président de l'histoire américaine à remporter des mandats non consécutifs. Les sondages d'opinion montrent que la majorité des électeurs du Parti républicain ne pensent pas qu'il devrait être leur candidat. Pour savoir comment Trump se comporte dans l'un de ses bastions historiques, le correspondant national en chef de VOA, Steve Herman, s'est rendu à Mount Storm en Virginie occidentale. Récit Arzuma Compaoré. Le comté de Grant, en Virginie occidentale, est un endroit idéal pour évaluer le soutien post-présidentiel de Donald Trump. En 2016, comme en 2020, Trump a capté environ 88% des voix ici, au cœur des Appalaches. Cette marge n'a pas surpris Camille Howard, directrice de la rédaction du Grant County Press, le seul média du comté. Même les gens sont massivement républicains ici. Quel que soit le candidat républicain sur le ticket, il va probablement gagner. Moins de 700 des 7000 électeurs du comté sont inscrits comme démocrates. Parmi eux, Frank Miller, un psychologue scolaire à la retraite, qui a du mal à comprendre pourquoi tant de ses voisins sont de fervents partisans de Trump. C'est un culte, je suis psychologue, je comprends comment fonctionnent ces sectes où la réalité est suspendue et ils se concentrent tous sur ce que le chef leur dit. Maintenant, si vous voulez vraiment les rendre fous, dites 12 années de plus. Au cours de ces 4 années de présidence, Trump a cherché à sauver l'industrie du charbon de la Virginie occidentale, a tourné en dérision l'énergie solaire, également en hausse dans le comté du Grant, en la qualifiant de pas assez forte, et s'est insurgé à plusieurs reprises contre les éoliennes dont il y a plus de 100 au-dessus de la ville de Mount Storm. Et ils disent que le bruit provoque le cancer. C'est vous qui me le dites, hein, d'accord? Les choses font et bien sûr c'est comme un cimetière pour oiseaux. La plupart des personnes que je connais qui ont voté pour lui auparavant voteraient à nouveau pour lui. Jody Howers est une ancienne technicienne en salle d'opération et la belle-sœur de l'assesseur du comté, Jerry Howers. Ce que vous verrez, c'est qu'il conservera la plupart de ses soutiens et les renforcera, je pense. Je pense vraiment, peu importe qui est dans la course. Et j'annonce ce soir ma candidature à la présidentielle des États-Unis. Trump a remporté 2 primaires présidentielles en Virginie occidentale, mais il y aura plus de challengers républicains pour la nomination en 2024 que ce qu'il a affronté en tant que candidat sortant et unique 4 ans plus tôt.
C'est la fin de cette édition du Monde aujourd'hui. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. À ce micro, Mohamedou Oumfa, je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une bonne fin d'année à l'écoute des programmes de VOA Afrique. Au revoir. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. voaafrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite.